Avant 1990, la France avait une véritable obsession, inventer la voiture du futur. Et nos ingénieurs, eux, n'avaient peur de rien. Nous ne manquions ni de talent, ni d'imagination. Mais la plupart de ces chefs-d'œuvre n'ont jamais vraiment roulé, ou très peu. Aujourd'hui, je vous présente 7 concept-cars français fous d'avant 1990 qu'on ne verra jamais. Des génies que la France a enterrés. Bienvenue dans un voyage au cœur de ce que la France aurait pu devenir. C'est parti. Numéro 7. Chenard et Walker Tank 1924. Commencer ce classement avec une voiture aussi ancienne qu'un film muet n'est pas anodin. Si je vous parle aujourd'hui de la Chenard et Walker Tank, c'est parce qu'elle coche absolument toutes les cases des prototypes français que vous ne reverrez jamais. Et pour une raison simple, la marque qui l'a créée n'existe plus. La Chenard et Walker Tank, c'est un ovni automobile né en 1924-1925, à une époque où les voitures ressemblaient encore à des calèches motorisées. Et là, au milieu des carrosseries carrées comme des boîtes à chaussures, un engin fuselé, profilé, pensé pour déchirer l'air. L'œuvre d'un ingénieur brillant, Henri Toutet, l'homme qui a décidé d'appliquer l'aérodynamique aux voitures presque 20 ans avant tout le monde. Techniquement, c'est révolutionnaire. Un châssis plume d'à peine 600 kg, un petit moteur 1100 cm3, mais un aérodynamisme tellement poussé que la voiture file plus vite que des machines 2 fois plus puissantes. En 1925, quand Chenard et Walker engagent 2 tanks aux 24 heures du Mans, la presse ne comprend même pas ce qu'elle regarde. Le règlement impose normalement des voitures proches du catalogue, et Toutet arrive avec ce qui est littéralement le premier prototype de l'histoire du Mans. Résultat, une sensation. Les 2 voitures écrasent leur catégorie, remportent la coupe biennale et la coupe triennale, et roulent à plus de 75 km/h de moyenne. Et l'histoire devient encore plus folle, car 12 ans plus tard, en 1937, les mêmes tanks, légèrement modifiés, reviennent au Mans. Imaginez aujourd'hui faire courir en 2025 une voiture de 2013 dans la catégorie Rennes. Impossible. À bord, Yves Giraud Cabantou, et surtout Charles Rigoulot, le colosse surnommé l'homme le plus fort du monde. Un athlète tellement massif qu'il faut découper la portière pour qu'il puisse passer. Malheureusement, Chenard et Walker disparaît progressivement. Absorbé par Chausson en 1936, arrêt de la production automobile en 1940, puis dissolution définitive au début des années 1990. Sans conducteur pour perpétuer l'héritage, sans programme sportif, sans descendance, la Tank reste un éclat d'histoire figé dans le musée des 24 heures. Passons à la suivante. Numéro 6, Hispano Souza H6E Xenia. Année 1930, projet non abouti. Hispano Souza, d'abord, c'est un nom qui résonne comme un mythe. Des voitures de luxe conduites par les rois, des moteurs d'avion qui équipaient les SPAD de Guynemer pendant la Première Guerre mondiale, un savoir-faire franco-espagnol sans équivalent. Et dans les années 1920-1930, la marque atteint son apogée avec la H6, son 6 cylindres mythique taillé comme un moteur d'avion civilisé pour l'automobile. La Xenia 1, dessinée en 1938 pour l'aviateur et pilote André Dubonnet, était déjà une sculpture roulante. Silhouette d'avion, vitrage panoramique, ligne étirée, châssis H6E et suspension mise au point par Dubonnet lui-même. À l'époque, personne n'osait aller aussi loin. La Xenia 2, elle, pousse le concept encore plus loin avec une évolution ultime du châssis H6E, avec une carrosserie type Streamliner, un habitacle panoramique et la volonté d'intégrer une version modernisée des suspensions Dubonnet. En 1936, l'affrontement civil espagnol paralyse les usines. 2 ans plus tard, en 1938, Hispano Souza arrête définitivement la production automobile. En 1946, la branche espagnole est absorbée par Enasa. En 1967, la filiale française disparaît dans la SNECMA. Et la marque meurt, ses capitaux aussi. Ses bureaux d'études sont démantelés. Et toute velléité de reprendre le projet Xenia 2 s'éteint avec. La Xenia 2 est l'exemple parfait de ces voitures françaises que vous ne verrez jamais parce que la marque elle-même a disparu avant de pouvoir leur donner la vie. Avant de passer au numéro 5, abonnez-vous. Numéro 5, Matisse 666, 1946. Je vous présente la Matisse 666. Oui, le nom est étrange. Et oui,
ça fait un peu voiture de film d'horreur. Toutefois, derrière ce 666, il y a une vraie logique d'ingénieur. 6 cylindres, 6 places, 6 vitesses. Et ça, en 1946, juste après la crise, c'était presque de la science-fiction. Alors remettons le contexte. Émile Mathis revient des États-Unis en 1946. La marque a disparu pendant la crise. L'usine a été réquisitionnée et il veut relancer Mathis avec un projet ambitieux. Créer la voiture française la plus moderne de l'après-crise. Une vitrine technologique capable de rivaliser avec les géants mondiaux. Il supervise d'abord la petite VL 333, un tricycle ultra économique. Mais très vite, il vise plus haut et compte remettre la France dans la course au haut de gamme. C'est là qu'arrive la Mathis 666, berline familiale futuriste, traction avant, 4 roues indépendantes, un vrai travail sur l'aérodynamique et un moteur 6 cylindres à plat de 2,8 litres. Un choix rarissime dans l'industrie française. Et ce moteur est couplé à une boîte 6 vitesses en 1947, à une époque où la majorité des voitures roulent encore avec 3 rapports, parfois 4 sur le haut de gamme. Mathis veut tout simplement prendre 10 ans d'avance. Esthétiquement, la 666 est aussi révolutionnaire avec un pare-brise panoramique, une immense surface vitrée, des proportions très modernes, presque américaines. C'était un prototype qui aurait pu replacer Mathis dans le top 5 des constructeurs français. Alors pourquoi fait-elle partie des prototypes français qu'on ne verra jamais ? Tout simplement parce que la marque était déjà cliniquement morte. Mathis a perdu son usine, ses capitaux, son réseau commercial. La France de l'après-crise est sous plan Ponce, priorité aux marques jugées stratégiques comme Renault, Peugeot, Citroën. Et malgré un prototype brillant techniquement, personne n'ose investir. La 666 reste un concept, un dernier soubresaut de génie, avant l'extinction définitive de la marque en 1953. Numéro 4, du bonnet Xenia, 1938. Si vous vous souvenez, au numéro 6, nous avions abordé l'Hispano Suza H6e Xenia 2. Eh bien, la Xenia que nous voyons ici est intimement liée à cet héritage, fruit de la vision audacieuse d'André Dubonnet et de son goût pour l'innovation extrême. C'est quoi cette voiture exactement ? C'est une voiture de luxe unique, construite sur le châssis d'une Hispano Suza H6B, mais avec un moteur plus gros et plus puissant tiré de la H6C, un 6 cylindres en ligne de 8 litres développant 160 chevaux. Pour l'époque, c'était monumental, surtout quand on considère que cette puissance pouvait propulser cette grande carrosserie profilée jusqu'à 177 km/h. Mais là où la Xenia devient fascinante, c'est la suspension du bonnet. André Dubonnet, ancien pilote et inventeur, avait développé un système de ressorts hélicoïdaux indépendants à chaque roue, visant à réduire le poids non suspendu et offrir un confort incomparable. Il disait que conduire la Xenia, c'était flotter dans les airs. Cette suspension, couplée à la carrosserie réalisée par Sochik, d'après les dessins de l'aérodynamicien Jean-Édouard Andro, en faisait un prototype absolument avant-gardiste. Le style n'est pas en reste avec des porte-pantographes à charnière arrière, des jupes d'ailes recouvrant presque les roues arrière, l'arrière en forme de goutte d'eau, du grand art inspiré de l'aviation et de l'art déco. Pourquoi cette beauté est-elle un jamais vu ? Plusieurs raisons. D'abord, la Seconde Guerre mondiale éclate peu après sa création, stoppant net toute production ou développement supplémentaire. Ensuite, Hispano Suza, qui avait déjà une gamme de luxe bien établie, n'avait aucun intérêt commercial immédiat à industrialiser ce bijou unique. Enfin, son coût faramineux et sa technologie trop avancée pour l'époque la rendaient complètement inaccessible au marché. Et voilà, la Xenia est restée un prototype unique, conservé pour l'histoire et admiré par les collectionneurs, mais jamais reproduit. Numéro 3. Du bonnet Dolphin, 1935. Le Dolphin, c'est l'enfant d'André Dubonnet. Un homme qui a tout fait dans sa vie. Il a volé, couru, inventé, combattu et surtout cherché à prouver qu'on pouvait réinventer la voiture française à coup d'idées géniales. Et parmi ces idées, il y avait son obsession, la suspension. Dubonnet est convaincu que le confort et la tenue de route d'une voiture passent avant tout par un système d'amortissement révolutionnaire. Alors, au milieu des années 30, il décide de créer sa propre voiture pour prouver qu'il a raison. Le Dolphin, dévoilé en 1935, est un laboratoire roulant et son design est extrêmement aérodynamique pour l'époque, avec des lignes fluides presque futuristes et une silhouette pensée en soufflerie, loin, très loin des carrosseries massives et carrées des années 30. Techniquement, le projet repose sur la fameuse suspension Dubonnet, un système indépendant encapsulé dans un carter étanche rempli d'huile, destiné à offrir une souplesse incroyable et que plusieurs constructeurs, dont General Motors, finiront d'ailleurs par acheter et utiliser. Le Dolphin voulait aller encore plus loin.
Aluminium, structure légère, châssis travaillé pour réduire la traînée. On parle même d'un V8 Hispano-Suiza utilisé sur certaines versions expérimentales. Alors, pourquoi ce bijou ne verra jamais le jour ? Pour une simple raison. Il n'y a jamais vraiment eu de marque du bonnet. En effet, tout reposait sur un homme, sur sa fortune, son génie et son obsession. Quand vous mettez un visionnaire seul face à une industrie en mutation, sans réseau industriel, sans chaîne de production, sans concessionnaire, vous obtenez un projet aussi brillant qu'impossible à industrialiser. La France rêvait peut-être grand, mais le Dolphin était trop en avance, coûteux et isolé. Et quand Dubonnet s'est tourné vers d'autres inventions, le prototype a suivi le destin de son créateur. Il est tout simplement resté unique, impossible à reproduire, impossible à vendre. Et là, mes amis, c'est un moment important. Je tenais à présenter mes excuses. Certains ont peut-être pleuré. D'autres, perdu des dents, voire, et je n'ose même pas l'imaginer, eu la vie brisée. Alors, en ces temps douloureux, je voulais essayer de recoller ces morceaux. Et j'ai une pensée émue pour toi, François. Et toi, Michel. Je pense très fort à vous. Et j'espère que ça remplira votre cœur de joie, ou tout du moins, le purgera d'une amertume consumante. Numéro 2. Panhard CD. Charles Dutch. 1963-1965. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit Panhard. Et pas Panhard. Tout commence en 1962. René Bonnet vient de claquer la porte de DB pour filer chez Renault. Du jour au lendemain, Panhard se trouve humilié, dépossédé de son partenaire historique. Alors, Jean Panhard convoque Charles Dutch, son vieux complice, et il lui dit en substance « On ne va pas se laisser marcher dessus. Fais-nous une voiture, et on l'engage au Mans. Maintenant. » Sauf qu'il reste 2 mois. 2 mois pour concevoir une auto, trouver une équipe, créer un châssis, une carrosserie, une mécanique et préparer une entrée officielle aux 24 heures du Mans. Dutch réunit alors Romagny, Boyer, Enel, l'aérodynamicien Jean Bertin et l'atelier Chappe et Gessalin. Objectif, aller plus vite avec moins. Châssis poutre ultra léger de 40 kg. Coque en résine, aérodynamique travaillée comme une soufflerie d'ingénieurs du CENS. Un CX monstrueux de 0,17 sur le proto, 0,22 sur la version civile. Et sous le capot, un bicylindre Panhard de 848 cm3. On parle d'un moteur de PL17, pas d'un V12 italien. Grâce à l'Aero, la CD file à 165 km/h en version Grand Tourisme, 180 en version Rallye. Et au Mans en 1962, elle humilie tout le monde dans sa catégorie et remporte l'index de performance. Panhard exulte, Dutch exulte, et Renault, il fait la gueule. Alors forcément, l'idée naît, et si on la vendait ? Sauf que l'industrie française du début des années 60, ce n'est pas le Japon. Chappe et Gessalin peinent à produire, Alpa refuse les coques, Velam finit par assembler en piochant des pièces d'Isetta dans des stocks, la qualité se dégrade, les retards explosent. 159 exemplaires, puis l'aventure s'arrête. Écrasée par une concurrente, Panhard elle-même, la 24 CT, plus moderne, jolie et moins chère, et on dit Panhard. En 1965, Panhard ferme la page automobile. Citroën absorbe ce qu'il reste, et la CD devient un fantôme et un vestige d'une époque où la France rêvait encore grand. Numéro 1. Panhard Dynavia, 1948. Cette machine, vous l'avez peut-être vue en photo en noir et blanc, sans savoir ce que c'était. D'abord, resituons le contexte. En 1948, la France sort tout juste des hostilités. Les constructeurs sont exsangues, les métaux sont rationnés, les budgets microscopiques, l'industrie à genoux. Et au milieu de tout ça, Panhard, une des plus vieilles marques automobiles du monde. Et oui, j'ai encore dit Panhard. Une marque connue pour son sérieux, ses innovations mécaniques, son avant-gardisme assumé. Et voilà qu'il ose présenter un prototype qui semble sortir tout droit d'un laboratoire d'aérodynamique, la Dynavia. Ligne en goutte d'eau, arrière effilé, forme biomimétique inspirée du monde animal. Inspiration aéronautique partout, la Dynavia n'a rien d'un concept stylistique gratuit. Elle est une étude rigoureuse et son CX est de 0,26 en 1948. C'est-à-dire à une époque où la majorité des voitures ressemblent à des briques motorisées. Pour vous donner une idée, on parle d'une aérodynamique proche d'une Tesla moderne, en 1948, avec des moyens ridiculement faibles. Mais le plus beau, c'est sa construction car la Dynavia est fabriquée en Duralinox, un alliage d'aluminium, de cuivre, de magnésium et de manganèse. Résultat, 650 kg pour une voiture de 4,40 m avec 4 vraies places. Sous le capot,
un petit flat twin de 610 cm3 à 28 chevaux. Et malgré ça, 131 km/h en pointe et une consommation de 3,5 litres au 100. Je vous le redis, 1948. On parle d'un prototype qui donne littéralement 20 ans d'avance à l'industrie mondiale sur l'allègement, le rendement, les héros, la logique d'efficacité. Et ce n'est pas un délire d'ingénieur isolé. C'est Louis Bionnier, le patron du design Panhard, qui utilise la Dynavia comme base conceptuelle pour tous les modèles à venir. Dyna X, Dyna Z, PL17, 24, toute la lignée Panhard moderne vient de là. Alors pourquoi on ne la reverra jamais ? Parce que Panhard n'a jamais eu les moyens d'industrialiser son génie. Parce que fabriquer de l'aluminium dans une France ruinée, on perd de l'argent. Parce que les erreurs comptables, la difficulté de production, les coûts mal anticipés ont tué la rentabilité. Et parce que Citroën a fini par racheter la marque en 65 avant de la faire disparaître. La Dynavia, c'est la France qui avait tout compris 50 ans avant tout le monde et qui n'a jamais pu transformer l'essai. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un exemplaire, conservé à Mulhouse. L'autre a disparu, comme la marque, et c'est pour ça qu'elle est numéro 1. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, dans notre vidéo sur les constructeurs disparus, on vous raconte l'histoire de la marque Panhard ainsi que beaucoup d'autres vidéos disponibles sur notre chaîne. N'hésitez pas à aller voir et à vous abonner pour ne rien manquer. À très vite dans le garage français. J'ai bien dit Panhard.